qui est maître de conférence à l'IUT de Villetaneuse au centre de formation continue, donc à l'université Paris 13, et qui va nous parler des émeutes de 2005 en banlieue française au prisme de la presse magazine francophone pour le même temps que, bien sûr, tout le monde, c'est-à-dire 20 minutes. Et comme disait Mostafa tout à l'heure, pas une minute de plus. C'est à vous. Merci de me donner la parole. Alors je vais donc vous présenter les émeutes de 2005 en banlieue française au prisme de la presse magazine francophone. L'éditorial de Claude Imbert du Point du 17 novembre 2005 récuse le mot émeute. Émeute, dites-vous? Non, cette fièvre n'a pas de caractère insurrectionnel. Les incendiaires n'ont ni chef ni organisation nationale. Leur violence délirante relève plus du chic que du politique. Pourtant, si Claude Imbert récuse ce mot d'émeute, il l'emploie en parlant de ses acteurs. Il poursuit son éditorial, je cite, « Crise de repères, dit Chirac, président d'une nation qui perd les siens. Psychodrame, en effet, qu'un émeutier suggérait ainsi « Je vais niquer la France jusqu'à ce qu'elle m'aime ». Et c'est bien ce mot d'émeute qui est largement utilisé dans le discours médiatique. Ma communication, inscrite en sciences de l'information et de la communication, se propose donc d'interroger quelques aspects du discours journalistique de la presse française sur les émeutes ou violences en banlieue en 2005 par le biais Ma communication, je reprends, inscrite en sciences de l'information et de la communication, se propose donc d'interroger quelques aspects du discours journalistique de la presse française sur les émeutes et violences de 2005 en banlieue, par le biais de la presse magazine, via quelques articles sélectifs du Point, de l'Express, du Nouvel Observateur, du Monde 2 et également, comme nous le verrons, de la presse suisse L'Hebdo, qui est donc aussi un news magazine dont j'ai eu l'occasion dans un autre travail de montrer qu'on pouvait rattacher l'Hebdo au news magazine français, et donc c'est pour ça que ma communication parle de news magazine francophone. Alors, pourquoi je n'ai pas pris une approche sur la presse généraliste et les quotidiens? Parce que Judy Sedel, notamment, a fait sa thèse et a à la fois fait des observations, des entretiens avec les habitants, mais a aussi utilisé beaucoup ce support de la presse écrite généraliste et des quotidiens. Donc voilà pourquoi j'ai choisi de prendre cette presse, donc des news magazines. Alors mon hypothèse est que ces discours journalistiques, même s'ils ne sont pas dominants comme ceux de la télévision, inscrivent des domaines de mémoire, comme le montre bien Sophie Moirand. Et donc je vais d'abord donner quelques éléments de contexte, puis je vais interroger cette construction discursive des journalistes, et puis je passerai en troisième point à donc la proposition de l'hebdo magazine suisse, donc de faire un bondi blog, j'en dirai un petit peu plus, et je terminerai dans une quatrième partie en montrant que ces discours en fait donc vont servir d'inscription mémorielle des émeutes de banlieue en 2005. Alors, avant tout, quelques rappels de contexte. C'est en 2005, le 27 octobre à Clichy-sous-Bois, donc dans la Seine-Saint-Denis, que deux jeunes gens qui se croyaient poursuivis par la police meurent en croyant trouver refuge dans un transformateur électrique EDF. Les émeutes s'étendent de la nuit du 1er à d'autres départements. Le 8 novembre, alors que les violences décroissent, le Conseil des ministres autorise l'application du couvre-feu. En 3 semaines d'émeutes, 9000 véhicules, des dizaines d'édifices publics ont brûlé. Elles ont touché 300 communes, réparties dans 40 départements. Pourtant, Jean-Marc Stébé rappelle, et nous l'avons vu avec d'autres conférenciers ce matin et cet après-midi, que les violences urbaines ne datent pas de cette période. Elles ont été, par Jean-Marc Stébé, situées en 1979 à Vaux-en-Velin, comme cela a été dit. Et ce qui est important aussi, nous allons voir que la presse suisse
cette approche, il y a l'utilisation du mot ghetto pour qualifier des quartiers sensibles, puisque vous allez voir, je ne vais pas vous parler malheureusement d'une banlieue riante et radieuse, mais au contraire d'une banlieue à feu et à sang, sous le joug de la ségrégation sociale, économique et territoriale. Alors, je donne 2-3 éléments de rappel du livre de Julie Sedel. D'une part, elle nous propose en disant que les médias ne construisent pas des artefacts ou des artifices, mais qu'ils s'inscrivent en fait dans une réalité. Bien sûr, c'est une réalité construite par les médias, mais il y a quand même une réalité. Elle est aussi en train d'expliquer un élément information que l'on va retrouver dans cette presse magazine. En fait, il y a 2 types de journalistes. Il y a les grands éditorialistes et il y a certains reporters que l'on va envoyer, et habituellement, quand la banlieue ne pose pas de problème, eh bien, on n'envoie pas les journalistes en banlieue, on ne parle pas de la banlieue. Et là, vous allez voir que ce sont les grands éditorialistes qui parlent de la banlieue, donc qui construisent cette vision de la banlieue. Et j'insiste encore un 3e point sur le livre de Julie Sedel que nous allons vérifier. Elle nous indique que cette représentation négative d'une population stigmatisée, je cite Julie Sedel, est associée à des espaces urbains en déshérence. Elle n'a pas été créée ex nihilo. L'État français l'a fait en dessinant une nouvelle entité bureaucratique et symbolique, le quartier difficile, construction, qui permettait d'associer une politique de la ville et d'attribuer des moyens à un problème social institué. Comme l'ont dit plusieurs conférenciers, la dimension politique est extrêmement importante, extrêmement présente dans le discours des médias, nous l'allons voir. 2e partie, donc des éditorialistes pensant le politique. La une du point, donc sur les banlieues que vous voyez, donc propose un visuel avec, on le voit, un individu avec cagoule, cachet et autres. Le fond est noir, on imagine qu'il y a des torches, que l'ensemble donc des éléments est vraiment problématique, et on nous annonce les banlieues, ce qu'on n'ose pas dire. Alors je vous lis un extrait de l'éditorial de Claude Imbert. Question brûlante, ces enragés pourraient-ils un jour être embrigadés? Sur les bitumes de l'ordre républicain, désertes subsistent 2 tutelles apparentes. D'un côté, l'islam, de l'autre, la féodalité des seigneurs de la drogue et du vol. L'islam, que l'on sache, a ces jours-ci prêché le calme. Sa maîtrise, en l'occurrence rassurante, consolidera une influence qui ne restera pas gratuite. Quant à l'intégrisme, il n'est certes pas absent des banlieues, mais pour l'heure, il ne donne pas de la voix. Son pôle clandestin et terroriste préfère les secrets verrouillés des réseaux dormants. Comme on pouvait le redouter, je poursuis la citation, la diffusion télévisée d'incendies localisés a donné urbi et torbi le sentiment d'un embrasement de la nation. D'ailleurs, on le voit, tous les médias internationaux, nous ne le verrons pas puisque je traite de la presse française et suisse, mais reprennent cette impression donc, des banlieues qui saisissent toute la France. Je reviens à Claude Imbert. Cet effet de zoom, poursuit-il, a répandu le fantasme islamique. Le musulman turc Erdogan découvre dans ses désordres une conséquence de la loi sur le voile dont les caillasseurs se soucient comme de Colin tampon. Autre question brûlante, l'intégration à la française est-elle condamnée? Non, notre système peut mettre sans doute un peu d'eau dans son vin, mais le communautarisme, si étranger à notre modèle républicain, ne garantit nullement la paisibilité. S'il ne fonctionna pas mieux pour l'ensemble de leur génération, c'est à cause du chômage, mais en sachant qu'une croissance de l'emploi ne fera pas de miracle pour les désoccupés des banlieues sans qualification qui vaille. Il poursuit, un aveuglement inouï, enrobé d'angélisme, néglige toujours l'hétérogénéité culturelle d'une immigration, surtout d'Afrique noire, grossie par le regroupement familial et la polygamie. Des enfants y grandissent en sauvageons, hors d'usage du français. Ils échappent à des familles déracinées qui ne connaissent de la France que les allocations, l'hôpital et les trafics. L'échec scolaire y est fatal, que seul un improbable Internet pourrait contrarier. Vous le voyez, c'est donc l'éditorial de Claude Imbert qui annonce vraiment une position d'un éditorialiste, une position éminemment polémique et politique.
Je vous cite un extrait du Nouvel Observateur, vous le verrez, le ton est un tout petit peu plus modéré, mais quand même, vous retrouverez toujours cette dimension fortement politique. Je cite donc cette fois-ci la chronique de Jacques Julliard, « Révolte de l'exclusion ou intifada d'un genre nouveau, émeute du chômage ou crise de l'autorité, désespoir sincère ou victimisation systématique, effet de la misère ou triomphe de l'économie parallèle, intégration en panne ou intégration en marche, communautarisme à l'anglaise avec au bout les attentats de Londres ou banlieue ghetto à la française illuminée par les flammes. La faute à Sarkozy ou à Ben Laden, priorité à la prévention ou à la répression. Je vois bien qu'en dehors de quelques prédicateurs des deux bords, personne ne fait le malin, personne ne se hâte de trancher. Quel besoin avait Nicolas Sarkozy de s'attaquer à la police de proximité, qui est une heureuse initiative de l'ère Jospin, ou encore de couper les vivres à des associations travaillant au plus proche des citoyens. J'insiste, par rapport à notre atelier, nous avons parlé donc du peu de représentativité des associations et on les voit là, les malheureuses associations, on leur a coupé les vivres. Vous le voyez, une construction vraiment très polémique de la banlieue et très politique de la banlieue. On le voit avec des visuels, hein, je vous mets là par exemple un visuel de l'Express, et donc une construction où on voit des visuels enflammés et autres, et en opposition, la suite de ces visuels enflammés, donc de jeunes délinquants qui sont en train de créer des incendies, là, les politiques et la police, puisque donc ce discours politique, c'est la police fait des réunions, la police est obligée de réfléchir, et la police, donc, elle est dans des bureaux avec des gens correctement assis, et elle réfléchit à comment elle va pouvoir essayer de gérer cette violence et ces émeutes. Alors vous voyez là par contre, c'est le côté, c'est la même chose dans tous les news magazines français, c'est cette construction dichotomique. De temps en temps également, ces discours donc, ont pour effet de faire émerger des gens dont on parle peu parfois dans la presse nationale, j'entends, c'est les maires des villes en difficulté. Je vous cite un extrait de l'Express, avec la flambée de violence dans leur ville, les maires de banlieue sont apparus tout à coup comme les nouveaux héros de la démocratie, en première ligne de ces quartiers qu'il n'était guère étonné de voir s'embraser. Donc là, on le voit, des élus locaux qu'on évoque assez peu dans la presse nationale, mais qui, néanmoins, viennent et expliquent que c'était prévisible, ces émeutes, puisqu'il y a beaucoup de problèmes. Des jeunes exaspérés, donc, qui témoignent dans le Nouvel Observateur, mais nous allons voir, juste après, que, et c'est ma troisième partie, eh bien, l'option du news magazine suisse l'Hebdo est tout autre, et elle va donner la parole aux habitants. Il s'agit donc de la création, l'ouverture du Bondy Blog. Là, je vous ai mis les aspects internationaux repris dans la presse française, en fait, qui reprend elle-même en boucle que la France entière est à feu et à sang selon la vision des médias internationaux. Donc, vous voyez, un système de circularité des discours de la presse, et donc le Bondy Blog. De quoi s'agit-il? Eh bien, Bondy est une petite ville dans la Seine-Saint-Denis, dans le 93, comme on le voit. Et qu'est-ce qu'un blog? Eh bien, c'est un média en ligne qui a pour objectif de raconter les quartiers populaires et de faire entendre leur voix dans le débat national. C'est en novembre 2005, dans la ville donc de Bondy, que l'Hebdo ouvre le Bondy Blog pour permettre de faire entendre la voix des citoyens. L'Hebdo participe à l'aventure durant 3 mois, puis se retire en laissant l'autonomie à ce média en ligne qui existe toujours sous la forme de jeunes gens qui participent, et même ce blog a même essaimé. Il y a un Marseille blog, il y a un Neuilly blog, et vous avez donc différents éléments qui sont alimentés par des jeunes qui donc prennent le parti de jouer aux journalistes, mais pourquoi pas d'être ensuite de véritables journalistes. Donc c'est une initiative. Comment cela se passe-t-il? Eh bien, l'Hebdo envoie donc Serge Michel, qui était à l'époque rédacteur en chef à l'Hebdo et qui depuis lors est devenu directeur adjoint du Monde, donc il est revenu en France, peut-être a-t-il beaucoup aimé son séjour à Bondy. Et donc Serge Michel ouvre un petit bureau en banlieue parisienne, en plein milieu des émeutes, ce qui aura pour effet, je le cite, de libérer des voix à foison. Je le cite toujours, ces voix racontent le quotidien dans
dans un territoire qui semble aussi lointain de Paris intramuros qu'autrefois les colonies n'ont pu être de la métropole. Ces voix ont rempli des milliers d'écrans d'ordinateurs. Alain Janet, notre rédacteur en chef, ne pouvait imaginer pareil résultat lorsqu'il a donné son feu vert à toute l'opération. Les journalistes de l'hebdo se succèdent et vous avez donc le Bondy Blog qui rassemble tous ces témoignages d'habitants. Vous avez des expériences heureuses, des expériences malheureuses, vous avez la vie au quotidien de cette banlieue qui est racontée. Et donc Serge Michel explique dans l'introduction de ce Bondy Blog réuni, puisque le Bondy Blog est sur Internet, là c'est sous forme papier, et il dit « Notre ton a surpris parce qu'il tranchait avec celui plus dramatique de la couverture française des banlieues en temps de crise. Le paysage médiatique français, ajoute-t-il, dont les dirigeants sont issus des mêmes filières élitistes que les ténors de la politique, est en effet caractérisé par une fusion permanente avec le pouvoir. » Et il ajoute, pour quand même se discréditer un peu, les journalistes suisses ne sont évidemment pas meilleurs que leurs collègues français. Nous avons été aidés par un certain nombre de facteurs, et d'abord par le fait que venir d'ailleurs, d'avoir une frontière à franchir, un territoire inconnu à découvrir, il est toujours plus difficile de voir ce que l'on a sous son nez, de l'autre côté du périphérique, que ce qui se passe plus loin. Ce n'est pas non plus un hasard si le Bondy Blog a été tenu par plusieurs reporters de l'hebdo ayant une expérience de reportage à l'étranger, alors que les rédactions françaises, elles, n'ont pas forcément mobilisé le fleuron de leurs équipes pour couvrir les banlieues en crise et surtout la proximité de Paris, donc n'a pas jugé bon de faire séjourner des journalistes sur place. Les journalistes de l'hebdo séjournent sur place. Alors, je passe, puisque je vais bientôt terminer, en fait à ma quatrième partie, et ce que je veux indiquer dans cette quatrième partie, c'est qu'il y a donc une mémorialisation qui va se faire, et lorsque vous dites, je dirais à des acteurs qui ne sont pas forcément ni en banlieue ni concernés, vous évoquez 2005, vous évoquez la banlieue, et tout le monde vous dit l'embrassement, la France à feu et à sang. Vous voyez la couverture du livre de Julie Sedel que j'exposais en introduction, l'image représentative toujours, ces images de jeunes en train de brûler des voitures. Un dessin de Plantu aussi paru en fin d'année, puisque la presse commémore de façon assez régulière, donc on reprend à la fin d'année, et là vous voyez bien le clivage entre des pauvres habitants dans Paris terrorisés et un petit peu plus loin vous avez la frontière, donc qui est signifiée par la douane, des barbelés de la douane, et alors encore plus loin dans cet arrière-fond, la périphérie, donc vraiment l'endroit retiré, un non-lieu qui est embrasé de partout et dont vous voyez que les immeubles penchent beaucoup, sont très délabrés avec des fissures et des petites voitures qui sont en train de flamber partout. Et vous noterez dans un petit coin sur la région en fait parisienne, au premier plan, il y a un petit morceau de voiture. Donc vous voyez une contamination possible malgré cette frontière, cette barrière qui semble infranchissable. Un autre élément encore pour en terminer, c'est les commémorations, le Monde 2, vous voyez, là encore 2005, eh bien, il y a différents éléments internationaux, et la France, eh bien la France est là, vous voyez ce détail, toujours la France dans ses banlieues à feu et à sang. Pourtant, et j'en termine, une autre banlieue est possible, puisque je suis moi-même à l'université Paris 13 à Villetaneuse. Je vous remercie. Merci Annick Lattard pour cet exposé mené avec rigueur et humour. Donc maintenant, nous allons passer à un deuxième exposé d'Amandine Carala.